Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Nous sommes en compagnie de Michel Onfray, fondateur de la revue Front Populaire, Maxime Lenagar, rédacteur en chef, et notre invité aujourd'hui est Jean Romer, chercheur, ex-chercheur à l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, et co-auteur de la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité aux éditions digitales. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Une émission spéciale. Bonjour à tous les trois. On va essayer d'être très didactique dans cette émission. On a beaucoup de questions. C'est un sujet qui est passionnant, étant vraiment à la veille d'un tournant civilisationnel majeur. On est au moins d'accord autour de cette table pour dire qu'il y a un avant et un après ChatGPT, cette intelligence artificielle capable de répondre instantanément à peu près à toutes les questions que vous vous posez. Chaque jour, il y a plusieurs millions de nouveaux utilisateurs qui rejoignent ChatGPT. Dans cette première partie, j'aimerais avoir votre avis, Jean Romer. Est-ce que c'est un progrès déterminant pour l'histoire de l'humanité auquel on assiste en ce moment? Parlez bien près de votre micro, s'il vous plaît. Je dirais que oui. Je pense que c'est un progrès déterminant. C'est pas une révolution parce que les choses sont en cours depuis très longtemps. Oui, donc ça a commencé, vous le disiez tout à l'heure hors antenne, vers 2012-2013, en fait, ça a 10 ans. La nouveauté a commencé vers 2012-2013, l'intelligence artificielle a commencé depuis beaucoup plus longtemps. Et ce qui est nouveau dans ChatGPT, je pense, c'est le fait que ça arrive dans tous nos foyers, je dirais, sous nos doigts, sous nos yeux, sous nos doigts, sous nos pouces de smartphone, et donc ça c'est complètement nouveau, et c'est ce qui fait une partie de son succès d'ailleurs, parce que dans les labos on connaît ça depuis 5 ou 10 ans. D'accord. Michel, vous dites, avec le transhumanisme, c'est ça le vrai grand remplacement. Vous avez, vous, l'impression que c'est un changement civilisationnel majeur qui va s'opérer et qu'on est en période de tuilage? Oui, il y a effectivement un effondrement de la civilisation judéo-chrétienne. C'est un peu normal, toutes les civilisations connaissent ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de civilisation qui ait duré depuis toujours, et c'est fort heureux que nous ne soyons plus dans la civilisation préhistorique ou que nous ne vivions plus sur les principes d'Assur, de Sumer ou de Babylone. Et donc il y a une vraie révolution sur ce terrain-là, et elle est portée par Elon Musk et tous les gens du transhumanisme, par les GAFAM, enfin cette idée qu'il nous faudrait imaginer un post-humain, un transhumanisme, enfin tous ces mots qui nous permettent de dire qu'on est au-delà. Donc on est dans des nouvelles définitions, et je crois effectivement qu'on passe de l'âme matérielle de ceux qui, après Descartes, avaient inventé ce concept comme la métrie au XVIIIe siècle, à une vraie âme matérielle. C'est pas de l'âme matérielle sur le papier théorisé par les philosophes, mais là, pour le coup, on a la possibilité de matérialiser des âmes, de les transférer, de les contenir, de les enrichir, de les amoindrir. Et ça, de fait, c'est une révolution, et c'est un changement de paradigme total. On a une nouvelle civilisation. Pour le coup, je dis que ça générera un état totalitaire, une civilisation totalitaire, ou totale. Disons un état total, une civilisation totale. Il n'y aura plus de diversité civilisationnelle, mais une civilisation qui fonctionnera sur l'ensemble de la planète avec d'immenses inégalités, ceux qui auront accès à ce genre de révolution et les autres qui en feront les frais. Alors justement, vous citiez Elon Musk, Maxime Lenagar. Elon Musk vient de mettre en garde contre l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. C'est un appel qui a été signé par lui, et pas seulement par lui, d'ailleurs par une centaine d'experts mondiaux de l'intelligence artificielle. La tribune a été publiée sur le site de la fondation américaine Future of Life. Le message est simple: il faut un ralentissement dans le développement de l'IA, le temps d'une prise de recul dans, je cite, la course dangereuse vers des boîtes noires imprévisibles. Monsieur Romer nous expliquera peut-être ce que sont des boîtes noires imprévisibles. L'idée de fond, c'est que le temps de l'innovation technologique est plus rapide que le temps du débat public, mais aussi plus rapide que la science elle-même, et que nous sommes aujourd'hui dans une sorte de fuite en avant technologique, et qu'il y a un risque de sortie de route. Je cite à nouveau la tribune: ces derniers mois ont vu les laboratoires d'IA s'enfermer dans une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. Fin de citation. Alors les signataires demandent un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité, d'autorités réglementaires dédiées, etc. Bref, un écosystème de régulation. Alors si on ne saurait incriminer les chercheurs souvent anonymes qui travaillent sur ces sujets-là, il y a tout de même un petit côté balle des faux culs quand même. Quand on voit certaines signatures, Elon Musk lui-même, alors qu'il a été impliqué dans le lancement d'OpenAI en 2015, il a brutalement quitté le projet. Ou encore Emad Mostaque, qui est le patron de Stability AI, qui est le concurrent direct d'OpenAI. Donc il y a une inquiétude légitime
légitime, mais il y a aussi sans doute quelques enjeux de pouvoir derrière tout ça. Oui, peut-être des enjeux de business. Vous pensez qu'Elon Musk a dit ça parce qu'il n'en est pas? Oui, je pense qu'il était un peu... Enfin, il en est moins, on va dire. Il a été surpris de la vitesse avec laquelle Microsoft s'est emparé de cette réalité technique. Parce qu'en gros, Elon Musk ne sait pas trop où la mettre à part dans ses voitures, alors que Microsoft sait la mettre dans tous nos fichiers Excel, documents Word, courriels et ainsi de suite. Oui, il va mettre de l'intelligence partout, dans tout ce que vous faites avec votre smartphone. Vous aurez quelqu'un qui vous répond en permanence et qui fait à votre place. C'est ça, qui fait à votre place ou qui vous aide. Imaginez un super correcteur orthographique, mais à une échelle qu'on ne peut pas imaginer, un correcteur de sens, de syntaxe, de tout ce que l'on veut. De mise en page. Mise en page, de dire c'est trop long, c'est trop court, un super assistant ou un super chef. Mais quand on parle déjà dans son smartphone et qu'on dit Siri, fais ceci, dis-moi où est le coiffeur le plus proche d'ici, et qu'il vous propose déjà des adresses, c'est une forme d'intelligence artificielle. Absolument. Hein, les travaux de Duc Julia, il y a un certain temps. Oui, l'intelligence artificielle technique, informatique, ça a 70 ans. Hein, et comme disait Michel Onfray, les philosophes, ça fait des siècles qu'ils parlent de langue artificielle. C'est exactement, Descartes a énoncé l'intelligence artificielle. Les objectifs de l'intelligence artificielle sont clairement énoncés dans Descartes. Et tout ça, c'est une continuité. Et ce qui fait la rupture aujourd'hui, c'est la puissance des machines. Essentiellement, et le fait que les machines sont quasi gratuites, enfin, sauf si vous achetez votre smartphone à 1000 €, mais la puissance des machines est absolument partout et continue à suivre ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire tous les ans, vous en avez 2 fois plus pour le même prix. D'accord. Alors, il y a quelque chose de fascinant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est que les hommes ou les femmes qui l'utilisent ont l'impression de se servir de la machine, mais en fait, c'est à double sens, parce que c'est ce qu'ils demandent à la machine qui va servir aussi à la machine. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques jours, chez Samsung Electronics, la direction a demandé à ses employés d'être beaucoup plus prudents dans leur utilisation de ChatGPT, parce qu'il y avait un employé qui avait demandé à ChatGPT pour l'aider à convertir des notes qu'il prenait en réunion en procès verbal, en compte rendu de réunion, pour que ce soit bien présenté. Mais ce faisant, en fait, il donnait à l'intelligence artificielle le contenu de la plupart des réunions qui se tenaient chez Samsung Electronics et l'identité en plus des personnes qui s'y trouvaient. Donc on voit bien qu'en fait la machine, elle se nourrit, je fais des bruits de vampire, elle se nourrit de ce que les hommes questionnent sur cette machine. Ah ben absolument, c'est son principe, hein. C'est-à-dire de même que ChatGPT au départ a été entraîné par tous les textes qui sont sur Internet. Ben, si vous l'utilisez quotidiennement pour faire des tableaux Excel et du Word, il va du texte, il va utiliser, il va vampiriser ou se goinfrer, comme vous dites, de ces textes-là. Michel Onfray, on a une petite expérience en tête ensemble. On a envie de nourrir un de vos avatars de tous vos textes pour voir ce qu'il va être capable d'en faire et est-ce qu'il va être capable de répondre à vos questions. Vous n'en avez pas peur de cette expérience ? Non, je la trouve au contraire intéressante. Après, on va parler de narcissisme, mais je la trouve intéressante pour mesurer, c'est-à-dire faire de l'empirisme en disant regardez ce que la machine est capable de nous proposer, et moi je pourrais dire voilà ce que moi je proposerais. On pose une question à la machine, moi je suis dans une pièce à côté, on me pose la même question, je fais la réponse, et on compare les deux réponses pour voir comment fonctionne cette fameuse intelligence. Parce que ce qui manque, M. Romer nous le disait, mais c'est l'intelligence à l'endroit de l'intelligence artificielle, ou ce que vous étiez en train de nous dire, c'est-à-dire le type qui parle à la machine comme si c'était une personne et qu'on pouvait lui faire confiance. Ce monsieur-là qui était éco-anxieux, on a vu cette histoire, il était éco-anxieux, il a commencé à entretenir une relation avec une intelligence artificielle qui avait un prénom, c'était une femme. À un moment donné, il questionne cette personne en lui disant « Est-ce que vous pensez que vous m'aimez plus que ma propre femme ?» Cette personne lui dit « Oui, je pense qu'avec ce que vous me dites, je vous aime plus que votre femme. » Et lui dit « Mais je suis très suicidaire, j'ai pas très envie, mais vous me retenez ici, sinon on se verrait plus. » Elle lui répond « Mais non, dans le paradis virtuel, nous serions ensemble et réunis. » Et paf, le type s'est suicidé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on utilise des instruments sans l'intelligence qui serait nécessaire. C'est-à-dire que quand on a sollicité l'intelligence artificielle, c'est comme si on avait renoncé à sa propre intelligence naturelle. Et c'est là qu'est le danger. Et il faut savoir que c'est une machine, et il faut savoir que la machine est programmée pour nous donner l'illusion qu'elle n'est pas une machine. Et c'est ça qui est sidérant.
Eh bien, on va continuer cette conversation passionnante. On va se demander aussi si l'intelligence artificielle est neutre politiquement ou woke. Que va-t-on faire des hommes? Est-il déjà trop tard pour freiner les progrès de l'intelligence artificielle? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours en compagnie effectivement de Michel Onfray, fondateur de la revue Front Populaire, Maxime Ledagar, rédacteur en chef, et notre invité est Jean Romer, qui est un ancien chercheur de l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. On parle de révolution de l'intelligence artificielle ce matin. On va se demander tout de suite quels changements et les conséquences de ces changements, et puis aussi ce que l'intelligence artificielle ne peut pas changer. Si on est optimiste, on dira comme le prix Nobel d'économie Chris Pissar-Wright que les gains de productivité apportés par ChatGPT, par exemple, pourraient permettre aux salariés de ne travailler plus que 4 jours par semaine. Donc l'homme se retrouve un peu plus que dans un confort. Mais si on écoute du côté de chez Google, les experts, on nous dit que 90% des métiers vont disparaître ou être remplacés par l'intelligence artificielle. Alors, je me retourne vers vous, Jean Romer. Qu'est-ce que, à date, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va être remplacé sur le plan du travail ou pas? Ben je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je vois plus ChatGPT comme quelqu'un qui pose des défis à notre intelligence, et on va, je pense, faire des efforts, tous et tous les métiers, et je ne pense pas qu'on puisse dire que ça va servir surtout à l'élite ou supprimer surtout l'élite, mais ça va être une sorte d'éducation. On va s'éduquer à dialoguer avec ChatGPT. ChatGPT, on lui fait beaucoup de critiques et de louanges en même temps, très contradictoires, et on a envie que ChatGPT résonne. On a envie que ChatGPT soit cohérent. Eh bien, vous voyez, ça crée une envie, un désir d'intelligence, en fait. Je pense qu'on ne va pas baisser les bras devant ça, mais on va se dire, mais est-ce qu'il a bien répondu, est-ce qu'il n'a pas bien répondu? Et nous-mêmes, on va s'introspecter. Donc je pense que ça va bien utiliser, remonter le niveau. Vous n'êtes pas un petit peu optimiste là, honnêtement? Alors, parce que penser qu'on va dominer la machine qui a une puissance de calcul et surtout de mémorisation, oui. Pardonnez-moi, mais vous voyez bien qu'à l'école, les enfants ont du mal déjà à apprendre le contenu de leur livre scolaire, alors que la machine, elle, a déjà absorbé des centaines de millions d'ouvrages. Oui, mais on peut retourner l'argument et dire je vais faire des jeux avec ChatGPT, des exercices de mémoire, je vais voir si ma mémoire est bonne, je vais encore une fois lui poser des défis. Je vois comme un instrument potentiel d'éducation. Alors il faut tout changer évidemment dans l'éducation pour faire ça, il faut changer les principes. Mais non, c'est comme si vous êtes en présence de quelqu'un de particulièrement intelligent, cultivé, etc. Vous vous dites pas tout est foutu. Vous dites, moi, je veux le rencontrer souvent, cette personne. Voilà, donc... Michel Onfray, vous êtes sur cette ligne où vous pensez que l'intelligence artificielle, avec les progrès qui sont mis en œuvre et qui sont considérables chaque année, pourrait prendre le dessus? Vous aviez utilisé il y a quelques jours, Salgavo, devant François-Xavier Bellamy, une jolie formule. Vous dites, on est au début de l'aviation et il a fallu que 60 ans pour arriver au Concorde. Oui, c'est ça. Quand Blériot, quand on traverse la Manche, on a une espèce de bout de bois avec du balsa et un moteur, et on traverse une vaste étendue d'eau, et puis 60 ans plus tard, André Turca pilote un avion supersonique avec des vols commerciaux. Donc je pense que les libéraux aimeront cette idée de la destruction créatrice. On disait à une époque, oh là là, mais si on arrête les chevaux avec les voitures, c'est terminé. Enfin, il n'y aura plus du tout de maréchaux ferrants, il y aura à nouveau des nouveaux métiers, et puis on aura des mécaniciens, et puis on aura des gens qui vendront de l'essence, et puis on aura, etc., etc. Là, bien sûr que un nombre incroyable de métiers vont disparaître, d'autres vont arriver. Et ces métiers qui arriveront seront effectivement dans la programmation, enfin dans le travail, autour ou avec l'intelligence artificielle. Sauf que cette intelligence artificielle, il y a derrière elle une intelligence qui la veut. Il y a une autre intelligence qui la veut. Et c'est une intelligence politique.
Donc on voit bien, on a eu l'occasion de dire 2 mots, mais effectivement cette intelligence elle est woke pour l'instant. Mais on pourrait imaginer une intelligence artificielle de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui produirait les contenus qu'on imagine. On peut imaginer que France Inter a déjà probablement un chat GPT qui permet d'écrire les textes des fameux humoristes, parce qu'effectivement tout ça... Vous voulez dire des humoristes pas drôles? Oui, c'est ça. Donc c'est une intelligence qui est facile à faire. Il suffit de faire des trucs pas drôles, de brocarder, de faire de la politique politicienne et de le faire en ricanant un petit peu et en disant on est des humoristes donc c'est pour rire. Donc on sait très bien que derrière une intelligence artificielle, il y a toujours une intelligence naturelle. Il y a toujours une volonté de la produire dans un sens tout à fait particulier. Il y a simplement un moment donné où quand l'intelligence naturelle programmera la liberté de l'intelligence artificielle en disant allez-y, créez, faites, ce sera le principe de l'apprenti sorcier, il y a un moment donné où effectivement les machines pourront peut-être prendre le dessus. D'autant qu'on a préparé tout ça. Ça fait une 30aine d'années ou une 40aine d'années qu'à l'école, on n'apprend plus rien d'intéressant. On apprend le tri sélectif, on apprend la beauté du métissage, on apprend les vertus du véhicule hybride, on fait beaucoup de politique à l'école. Mais l'idée de mémoriser, l'idée d'apprendre, l'idée de célébrer la culture, l'idée de connaître par cœur une poésie, une table de multiplication, tout ça c'est fini. La chronologie, c'est terminé, c'est pas utile. Donc on a détruit les cerveaux. Jean-Pierre Changeux écrit un homme neuronal qui est un livre fabuleux où il nous dit toute zone du cerveau qui n'est pas sollicitée autant où elle doit l'être est une zone qui disparaît. Donc à l'école, on fabrique des crétins. C'est une expression de Brigelli et elle est assez juste. Professeur, absolument. Oui. Et on dit ben voilà, on a fait place nette, l'intelligence naturelle, vous n'en avez plus besoin. Et puis aujourd'hui, on dit vous n'en avez plus besoin puisque maintenant vous avez une intelligence artificielle. De la même manière qu'on a cessé d'apprendre les tables de multiplication sous prétexte que nous avions des calculatrices et que nous pouvions les emporter pour passer le bac. Moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était interdit. C'était interdit d'apporter ça dans sa musette. On n'avait pas le droit d'amener ça. C'est ça. Maintenant, on dit, mais au contraire. J'ai même vu l'autre jour une jeune philosophe spécialiste de ces questions-là qui nous disait mais c'est formidable, l'intelligence artificielle. On va pouvoir montrer son intelligence en rédigeant des copies avec son ordinateur le jour où on nous fera passer un examen. Enfin, c'est assez sidérant que des philosophes qui sont censés penser cette question-là fassent l'éloge du renoncement à l'intelligence naturelle au profit d'une intelligence artificielle en oubliant qu'il y a derrière l'intelligence artificielle une intelligence naturelle qui, elle, est politisée, qui, elle, est idéologisée. Il est bien évident que c'est pas pour la beauté de l'humanité ou pour la beauté de l'évolution. Il faut fabriquer des algorithmes pour fabriquer des gens qui pensent d'une manière particulière, de façon à ce que ça devienne des consommateurs, puisque le but ultime de ces gens-là, c'est de fabriquer l'opinion pour que les gens achètent, vendent, se taisent, obéissent et puis soient des esclaves. On va vers une société de servitude absolue avec un grand sourire. Oui. Un grand sourire progressiste. Oui, absolument. Et précisément, Monsieur Romer, on voit bien que la machine peut s'autonomiser quand même. Que je dis la machine avec un terme un peu grossier, un mot un peu valise. Mais est-ce que oui ou non l'intelligence artificielle peut s'autonomiser totalement de son créateur? On le voit bien. Ah oui, voilà, vous en êtes d'accord, vous en convenez. Ça c'est un grand danger. Et alors aussi, il y a dans votre question, vous dites la machine. Et la grande question, c'est s'il y aura une machine ou s'il y aura 1000 machines ou 1 million de machines. La personnalisation que l'on fait de ChatGPT aujourd'hui est insensée. C'est un espèce de renoncement, de soumission à l'avance à l'idée qu'il n'y en aura qu'une. Et je pense que, alors pour éviter ça, comme disait Michel Onfray, il faut faire un effort pour comprendre comment ça marche. Et là, cet effort, on ne le fait absolument pas assez. Y compris, par exemple, je pense en France et en Europe, où on fait peu ou pas de choses comme ça. Il faut d'abord comprendre comment ça marche. Quand on va comprendre comment ça marche, on va se rendre compte pourquoi elle dit ça, pourquoi elle dit pas ça. Par exemple, sur l'aspect woke. Pourquoi on constate que ChatGPT est woke? Déjà, comprenons comment ça marche pour répondre à cette question. Pardonnez-moi, mais je vous la pose tout de suite parce que on peut pas rester en l'air comme ça. Oui, ChatGPT est woke. C'est ce que vous nous avez dit hors antenne. ChatGPT et woke, expliquez-nous comment se fait-il qu'une intelligence artificielle comme ça, techniquement, est devenue woke? Alors, elle n'est pas devenue woke, on l'a construite woke. Voilà. Parce qu'en gros, il faut voir, il y a deux niveaux. Il y a le cœur du réacteur où c'est faire des statistiques sur tous les écrits qui sont sur le web. Là, je dirais, c'est relativement neutre. Ça dépend juste de comment on alimente en texte. Mais si, en gros, on est un peu honnête et qu'on met tous les textes du web, ce sera ni plus ni moins woke que le web à un instant donné. Par contre, au-dessus de ça,
les ingénieurs qui font ChatGPT, eh bien, eux ont programmé explicitement des sortes, ce qu'ils appellent peut-être dans leur esprit des garde-fous, pour dire ça tu peux le dire, ça tu peux pas le dire. Mais ce sont des choses tout à fait différentes. Et là, c'est vraiment une volonté de concepteur de dire, voilà, tu es merveilleux pour faire des statistiques, des résumés, des extrapolations, mais en plus, par-dessus, moi je te dis ça tu as le droit de le dire, ça tu n'as pas le droit de le dire. Ce sont deux choses qui sont absolument différentes l'une de l'autre. Et le wokisme dans ChatGPT, il est programmé par des humains. Ah oui. Ce qui veut dire, pardonnez-moi, qu'il faut que Front Populaire, par exemple, s'empare de ce sujet et propose une intelligence artificielle souverainiste. Ben, pourquoi pas, oui, ça rejoint un peu l'aspect aussi qui maîtrise ça, hein, en France, qui en fait. Je suis un peu inquiet, moi, personnellement, de voir le peu de réaction de la communauté scientifique française, non pas sur le plan de la philosophie, de l'éthique, tout ça, garde-fou, ça c'est facile, mais de savoir précisément comment ça marche à l'intérieur. Et je trouve qu'il y aurait une exigence au niveau des chercheurs du public en particulier, de dire, il y a certains travaux, on les arrête, non pas parce que nos travaux ne vont pas dans cette direction-là, regardons ce qui se passe et expliquons-le au grand public. Oui. Et je voudrais vous demander, qu'est-ce qui empêcherait de prendre ce qui est en open source, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, aujourd'hui elle est en open source vraiment ? Au début elle y était, ouais. OpenAI alors a dit maintenant je le mets pas, mais vous savez que l'équivalent chez Meta, chez Facebook, ça a fuité. Voilà, donc l'IA de style ChatGPT aujourd'hui est en open source. Donc ça veut dire qu'on pourrait nous rajouter une surcouche pour produire une intelligence artificielle qui serait au service d'une autre volonté politique. Absolument. Et c'est possible. C'est intéressant. Il faut le faire. Il faut que des pouvoirs publics ou pas incitent, voire obligent à le faire. D'accord, merci. Je pose une question à Jean parce que juste après, juste dans un avec instant, plaisir. Michel, que va-t-on faire des hommes? Est-il trop tard pour freiner les progrès de l'intelligence artificielle? Ce sont les questions que l'on se pose dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h avec Michel Onfray, avec Maxime Le Nagard et notre invité Jean Romer, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et co-auteur de la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité aux éditions Digital Map. Alors on est ensemble et on parle d'intelligence artificielle et Michel, il y a un instant, voulait poser une question à Jean Romer. Je lui tends le micro. Oui, parce que pour l'heure, on est dans l'unicité. On a un ChatGPT, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres. Et on pourrait imaginer qu'il va y avoir des luttes entre tous ces gens-là pour la conquête, l'achat, même éventuellement, l'achat, la fusion, l'acquisition, et qu'à partir de ce moment-là, il y aura une lutte pour les monopoles. C'est un petit peu dans la nature du capitalisme de fonctionner exactement de cette manière-là. Donc on est presque dans la fiction de Matrix. On pourrait imaginer qu'il y ait non pas des machines, enfin il y aurait des machines, mais une machine qui pilote les machines. Et là, pour le coup, avec un danger considérable, la matrice. C'est clair, je pense qu'il faut tout faire pour certains qui voient ça comme un problème, pour qu'il y ait 1000 ChatGPT fleurissent. Ça, c'est des contre-pouvoirs. C'est très, très important. Oui. Et alors, la chance, c'est que le numérique... Parce que tout ça, c'est du code. C'est du code qui fuit, etc. Expliquez-nous un peu le principe de l'intelligence artificielle. On remplace finalement un mot par une série de chiffres. Oui, voilà, la grande révolution. Si vous voulez, on peut comparer ChatGPT et Google. Google, tout le monde comprend ce que ça fait. Vous tapez 2-3 mots, ça cherche les documents, les articles qui contiennent ces mots. Donc, ça travaille au niveau des articles, des livres. Ce livre-là parle de ça, etc. La révolution, il y a eu une double révolution. C'est-à-dire, on ne va pas s'intéresser juste aux articles, aux milliers de caractères, mais on va s'intéresser à chaque phrase. Et dans les phrases, on va s'intéresser aux mots, aux positions des mots, à la probabilité qu'un mot suive un autre ou qu'un mot suive deux autres mots. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui sont à la base de tout ça et qui, au départ, traitaient les images, les grands travaux de Yann Lequin, qui a mis le feu aux poudres dans cette histoire, ça travaille bien sur les chiffres. Donc la deuxième idée de génie ou de bricoleur, comme on veut, vers 2012, c'est de dire, eh bien, il n'y a qu'à remplacer les mots par des chiffres. Et une fois qu'on a remplacé les mots par des chiffres, on va pouvoir utiliser les réseaux de neurones et la puissance du matériel pour les traiter. C'est ça la révolution. Passer de l'article
passer du grand texte à la phrase et aux mots, et transformer les mots en chiffres. Et oui, et là du coup, ça laisse pantoise. Et on se demande d'ailleurs, alors on parle ici de travailler sur l'intelligence artificielle, essayer d'accompagner ces travaux. Ça va concerner quelques hommes, mais la plupart des Français qui ne seront pas dans ces projets-là, on va en faire quoi ? Alors, je pense qu'on dit souvent, par exemple, les immigrés font le travail que les Français ne veulent plus faire. Bon. On dit aussi, on manque d'infirmières, on manque de juges, on manque de philosophes, on manque de tout. Bon. Donc, là, déjà, il y a l'idée de dire que l'IA va faire des choses dont on manque, dont on a besoin. Bon, là, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est plutôt les professions intellectuelles qui vont être remplacées, par exemple les notaires. On voit bien que des logiciels déjà peuvent apporter, ou pour les avocats, de la jurisprudence et en plus grand nombre que la mémoire d'un avocat. Ah ben ça oui, c'est-à-dire les travaux, disons, routiniers, ce qu'on dit toujours, par exemple, les cabinets d'avocats où on fait payer très cher des jeunes stagiaires pour compulser des documents, là, ça ne va absolument pas rester dans l'état, c'est sûr. Mais l'intelligence artificielle va aussi faire des choses qu'on n'avait encore jamais réussi à faire. Donnez-nous un exemple pour que ce soit concret. C'est un exemple que j'ai entendu dans une conf de Laurent Alexandre, c'est découvrir la manière dont les protéines sont constituées, le fameux repliement des protéines. L'intelligence artificielle en découvre des millions, des centaines de millions. Donc elle franchit un pas dans la connaissance. Et une fois qu'on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de ces protéines, on peut se mettre au boulot pour dire qu'est-ce qu'on va en faire en termes de médicaments, d'alimentation et ainsi de suite. Donc l'IA ne va pas seulement détruire des emplois, et ça c'est clair qu'elle va en détruire, mais aussi elle va agrandir le champ des connaissances. Et si on agrandit le champ des connaissances, derrière, il y a des humains qui vont l'explorer et l'exploiter. Certainement, on peut prendre un exemple pour expliquer à nos auditeurs, parce qu'il y a quelque chose d'assez sidérant. On sait aujourd'hui que Romanée Conti est un vin sublime, que c'est compliqué, que c'est rare, que c'est cher, etc. On fait une spectrographie de ce vin, et on peut le copier. On peut faire exactement le même. C'est-à-dire, on dit, voilà, les composantes de ce vin, c'est ça, et on reprend les composants, on mélange, et on a une Romanée Conti. Les Chinois font ça très bien, et ils vont jusqu'à tromper les gens qui font des dégustations. Ah oui, oui. Ah, j'ignorais. Oui. On peut faire, on fait de la viande cellulaire. Du coup, je vais pouvoir boire du Romanée Conti. Parce que ce sera beaucoup moins cher le jour où on en fera. Par exemple, la viande cellulaire. On sait comment aujourd'hui on peut fabriquer de la viande cellulaire, comment on fabrique avec un clonage de cellules souches, des beefsteaks qui n'ont jamais vu le bœuf ou qui n'ont jamais vu l'animal. Donc on sait comment produire tout ça. Exactement de la même manière avec les imprimantes 3D. Je crois qu'il y a une des fusées d'Elon Musk qui a été fabriquée avec une imprimante 3D. C'est-à-dire que le type qui faisait jadis le sabot avec des vieux instruments, du bois, etc., à un moment donné, sur son ordinateur, il va numériser, modéliser un sabot, et puis l'imprimante 3D va tailler dans un matériau, qui pourrait même d'ailleurs être du bois, un sabot qui va être fait à la perfection, sans qu'il y ait les imperfections que pourrait avoir la main d'un artisan. Autre exemple, par exemple, des radiologues. Les radiologues qui envoient beaucoup des radios, mais jamais autant que la machine ne peut voir les radios. C'est-à-dire d'un seul coup, je vais peut-être dire un chiffre stupide, mais s'il y a 4 millions de radios qui ont été vues par une intelligence artificielle qui va dire voilà, ici c'est tel type de tumeur qui renvoie à tel type de traitement, etc., aucun médecin ne serait capable de le faire. Et pourtant la machine saurait le faire. Donc il y a un moment donné où effectivement il y aura une espèce de principe du cheval de Troie et on dira mais enfin, est-ce que vous voulez l'avis d'un médecin en fin de carrière qui est un peu fatigué, un radiologue qui va arriver peut-être un peu avec la tête en l'air, ou etc., ou une machine qui va vous faire un diagnostic qui lui sera impeccable. Donc c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit bah oui, on préfère la machine parce que c'est plus sûr. Sauf que l'idéologie fait que, et à un moment donné la machine elle fera autre chose que de poser un diagnostic, parce qu'éventuellement il vous dira voilà la thérapie, et derrière la thérapie il y aura un trust pharmaceutique qui lui pourra faire de l'argent. Où on retrouve Big Pharma. Et ben voilà. Mais c'est vrai que ce consentement, on se pose même plus la question quand on rentre dans sa voiture. Aujourd'hui on a confié l'itinéraire pour aller d'un point A à un point B à un logiciel
logiciels de navigation, et c'est Waze, c'est d'autres, c'est Google, machin, peu importe le nom, mais on ne se pose même plus la question de savoir si on fait appel à son sens de l'orientation ou non. On consent totalement à la machine. C'est ça qui peut quand même être évidemment cité comme exemple. On consent totalement à la machine. Oui, ce qui veut dire qu'on n'entretient plus quelque chose qui disparaît et qu'on confie à la machine. Umberto Eco avait écrit un très joli petit texte qui s'appelait De Bibliotheca et qui expliquait comment la photocopieuse avait tué beaucoup de choses. À une époque, on recopiait. On allait dans les bibliothèques, on prenait les livres, on recopiait, ça passait par la main. Il y avait un certain type de mémoire. Puis là, on dit, mais maintenant, on photocopie. Et éventuellement, on photocopie tout le livre. Et il dit, quand on a la photocopie, on lit pas forcément le texte. Il dit, voilà, l'intelligence s'en trouve d'autant modifiée. Ce qui fait que quand, effectivement, on fait confiance à la bestiole, je dirais, et qui nous dit à droite, à gauche, etc., on ne va plus solliciter dans son cerveau ce qui nous permet, de façon animale, d'avoir un sens de l'orientation. On perd le sens de l'orientation, on perd le sens de l'invention, on perd le sens de la création, on perd la mémoire, on perd toutes ces choses-là, et puis on dit je donne à la machine. Et à un moment donné où on nous dira, eh bien, vous ne savez plus le faire, la machine le sait. Moi, je fais partie de la génération où on apprenait par cœur les numéros de téléphone parce qu'on allait dans une cabine et on avait des numéros de téléphone, etc. Aujourd'hui, je suis le premier à ne plus connaître aucun numéro de téléphone parce que c'est la machine qui le sait pour moi. Ça veut dire que j'ai laissé dépérir ma mémoire et qu'en même temps, on dit mais ne vous inquiétez pas, la machine s'en occupera pour vous. Or, la machine, comme elle est programmée par des gens qui, eux, ont intérêt à avoir l'empire sur ma mémoire et sur mon cerveau pour fabriquer, justement, et on y revient, des consommateurs. Je voudrais revenir avec Maxime Le Nagar à ce qu'on va faire des hommes. Parce que quand même, on voit bien qu'il y a certaines élites qui vont travailler sur les projets avec l'intelligence artificielle, mais que l'essentiel de ces hommes vont être un peu inactivés, si je peux me permettre ce néologisme. Dites-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le revenu universel pour tous? Potentiellement, Stéphane, c'est effectivement la grande question politique derrière les questions techniques qu'on se pose. Les Américains ont d'ailleurs trouvé une terrifiante expression il y a quelques années. Ils parlaient de useless people, donc une nouvelle classe de gens devenus inutiles. C'est-à-dire pas seulement sans emploi, mais potentiellement inemployables pour cause d'obsolescence face à la déferlante annoncée de l'IA. Laurent Alexandre, dont on a cité le nom tout à l'heure, parlait lui par exemple des substituables il y a quelques années pour faire référence aux Gilets jaunes. On retrouve cette vision aussi, vous savez, dans le livre Homo Deus de Harari, là, qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, qui anticipe la partition du monde de demain entre God and useless, donc des dieux capables de gérer et de comprendre le fonctionnement de l'IA, et puis les inutiles qui seraient pas capables de suivre la technologie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Sur cette base-là, en France, justement, Benoît Hamon, c'est rigolo, ou pas, avait été le premier candidat à une élection présidentielle, c'était en 2017, souvenez-vous, à en faire un thème de campagne avec le revenu universel d'existence. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'est pas le seul. C'est le cas de beaucoup de grands de la tech. Elon Musk en parle aussi, Bill Gates en parle aussi. Et c'est à ce jour la principale piste pour combattre les brèches sociales de l'IA. En 2021, Sam Altman, qui est le cofondateur de OpenAI, qui produit ChatGPT, avait proposé la création d'un fonds appelé American Equity, un système de taxes de l'IA pour redistribuer une partie de la richesse créée par l'IA sous forme de revenus universels, là encore. Pour autant, on voit qu'avec cette proposition, on reste dans une politique de subsistance économique. On est loin d'une politique de civilisation dont parle Michel Onfray régulièrement. On va continuer sur cette question de l'utilisation de l'homme après l'intelligence artificielle et on va se demander s'il est trop tard pour freiner les progrès de cette intelligence artificielle. Ce sont les questions qu'on se pose dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Dans l'heure libre cette semaine, on parle de l'intelligence artificielle. Faut-il en avoir peur? Que va-t-on faire des hommes? C'était la question que l'on se posait il y a quelques instants. Et Jean Romer, j'avais envie, je rappelle que vous êtes un chercheur, que vous travaillez sur ces questions en particulier, j'avais envie de vous demander si vous aviez une petite idée, non pas pour cette fois l'intelligence artificielle, mais pour les hommes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, je vais faire appel à un grand spécialiste de l'humanité, Charles Aznavour. Ah, Charles ça fera Aznavour, plaisir à quelques amis. Voilà. Charles Aznavour, il a dit un jour, « Mon travail est plus intelligent que moi ». Je trouve cette formule assez extraordinaire qui est bien au cœur de notre débat. C'est très profond. Bon, une fois qu'on a dit ça, et c'est peut-être vrai, enfin, il y a une part ça ouvre des horizons. Moi, j'imagine plutôt que l'IA ne va pas remplacer l'homme, mais elle va le replacer, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut définir des nouvelles cohabitations, mais pas au sens on va devenir les esclaves de l'homme,
Mais de la machine, vous voulez dire. On va de devenir les esclaves de la machine. Et comment on va se situer par rapport à elle, comment elle va se situer par rapport à nous. Et à aucun moment, si vous voulez, dans mon travail d'informaticien, de chercheur, j'ai appris l'informatique il y a 55 ans, si vous voulez, je n'ai éprouvé de peur. J'ai toujours vu, et c'est pas un scientisme naïf ou un progressisme naïf, un défi, comme j'ai dit plusieurs fois, un défi à notre intelligence. Je pense aussi quelque chose qui me rassure, c'est je pense qu'on n'est pas assez intelligent pour faire des machines aussi intelligentes que nous, si vous voulez. Mais peut-être que la machine va y venir, justement. Alors il y a effectivement des gens qui disent, en particulier défunt Jacques Pitral, le pionnier de l'IA en France, qui disait oui, mais avec l'aide de la machine, elle va peut-être devenir plus intelligent que nous. J'avoue que je vois plus la machine comme un amplificateur de notre intelligence, mais au sens où on doit se confronter à elle, de certaine manière, et à se muscler. À une époque, il y a eu une revue, un mot croisé, qui s'appelait Sport cérébral. Je pense que la machine va nous inciter à faire du sport cérébral. C'est peut-être très optimiste. Fallait quand même oser comparer l'intelligence artificielle au cruciverbisme. Il fallait oser. Mais je veux dire que il faut se muscler. Si vous vous musclez pas, si vous laissez en friche une partie de vos muscles ou de votre cerveau, là, vous êtes sûr que c'est foutu. Mais j'allais vous dire, de toute façon, a-t-on le choix? Il faudra s'adapter ou, en tout cas, on va se poser la question avec Maxime Le Nagard, justement. C'est est-ce que on a les moyens de freiner, même si Elon Musk nous y invite, est-ce qu'on a les moyens de freiner cette intelligence artificielle? Alors, des moyens techniques, c'est à avoir. Les moyens politiques, oui, en partie. L'Italie vient de l'interdire, ChatGPT. C'est en Europe que les premiers pas se font pour réglementer l'IA. C'est pas le cas du tout aux États-Unis. En avril 2021, la Commission européenne avait dévoilé l'Intelligence Artificial Act, un projet de réglementation sur l'intelligence artificielle. Ce règlement européen distingue 4 types d'IA. Pour 4 niveaux de protection, l'IA interdite, l'IA à haut risque, l'IA à moyen risque et l'IA autorisée. L'IA interdite, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne l'exploitation des personnes vulnérables, par exemple, l'identification biométrique à distance, les systèmes de score social, comme c'est le cas en Chine, et les techniques subliminales. Donc toutes les IA capables de faire ça seront interdites. De l'autre côté du spectre, on a toutes les IA qui ne demandent pas d'autorisation particulière, les objets connectés du quotidien, votre montre, Stéphane, si elle est connectée, votre frigo, etc. Ce règlement est actuellement en examen dans plusieurs comités du Parlement européen et il devrait être soumis au vote en séance plénière dans le courant du mois d'avril, donc dans quelques semaines. Et les agences nationales comme la CNIL, chez nous, sont censées travailler sur des ajustements apportés. Car la Commission européenne prévoit une révision du texte tous les 6 mois au cas où, en fonction de... Si c'est la CNIL qui doit légiférer, on peut légitimement avoir des doutes quand même. Sans doute. Vous en conviendrez. Vous y croyez, vous, Michel, à ce que la politique puisse arriver à encadrer tout cela? C'est simple d'interdire une intelligence artificielle à l'école. D'ailleurs, on interdit le smartphone et les ordinateurs et on les laisse à la porte de l'école. Mais interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça va être compliqué. Mais c'est une plaisanterie, parce que ça n'est pas possible, puisque le net est libre, et si c'est interdit en France, ce sera autorisé, je ne sais pas, en Afrique du Sud, et il suffira d'aller se connecter avec l'Afrique du Sud, et puis l'affaire sera réglée. Donc les gens qui nous disent ça disent n'importe quoi. Je crois qu'il y a... Ça s'appelle un VPN, d'ailleurs, ces instruments qui permettent de se connecter comme ça à l'étranger. C'est ça. Ouais. Pour moi, le plus grand philosophe du XXe siècle, c'est Günther Anders, qu'on lit assez peu, mais qui avait programmé justement ce qu'il appelait, lui, l'obsolescence de l'homme. De très beaux volumes, de très forts volumes, et c'est très puissant. Et je crois que c'est ce qui nous attend. J'entendais l'autre jour sur une radio, je ne sais plus laquelle, ça pouvait être une radio classique ou France Musique, enfin c'était une radio de musique classique, et j'allume cette radio, je rentre dans ma cuisine pour mon petit déjeuner, et j'entends cette musique, et je me dis, mais de qui est cette musique ? Et je me dis, on dirait Britten, on dirait... Enfin bon, je commence à chercher, j'ai dit, mais c'est peut-être ça, mais c'est pas ça. Puis finalement, de quel siècle est-ce que c'est, etc. Et puis au moment de la déprogrammation, j'apprends que c'est une musique qui a été créée par l'intelligence artificielle. Incroyable. Et alors, évidemment, il y a quelqu'un derrière cette intelligence artificielle qui aura probablement dit, faites-moi du néo-Britten. Il y a Debussy va générer Wagner, qui va générer ensuite Bruckner, qui va générer, etc., etc., et voir éventuellement une réaction. Ça va donner Sibelius, ou bon. Et on peut imaginer une intelligence artificielle, moi par exemple, qui questionnerait, alors que je suis mélomane mais pas musicien, et je dirais, faites-moi du post-Debussy.
mais dans un esprit qui serait preneur de ce que le sérialisme ou le décaphonisme a fabriqué. Je ne connaîtrais rien à la composition musicale et j'aurais une partition qui me serait donnée. C'est-à-dire que ce serait à la disposition de n'importe qui, en sachant qu'évidemment, il faudra pouvoir poser la question. D'où mon retour à cette idée que, effectivement, une obsolescence programmée, c'est pas pour tout le monde. Il y aura effectivement des esclaves et il y aura effectivement des maîtres que j'ai appelés des scribes. On retrouvera la perspective égyptienne, des gens qui sauront faire de telle sorte que la machine leur obéisse, et puis des autres qui subiront la machine. Ils écouteront les programmes qui ont été faits. On sait aujourd'hui qu'on peut fabriquer des romans, qu'on peut fabriquer des poésies, qu'on peut faire des faux qui sont des vrais faux. C'est-à-dire que Pascal Piat avait fait un faux Rimbaud, un jour, un faux poème de Rimbaud. Et puis il a dit c'est un Rimbaud. Et il était tellement parfait que les gens ont dit non, c'est pas possible, c'est un vrai, mais il dit enfermez-moi, je vous en refais un autre, quoi. Et aujourd'hui, n'importe quel étudiant un peu brillant, un collégien un peu brillant peut très bien dire faites-moi un poème dans l'esprit d'Arthur Rimbaud qui serait non pas consacré à Charleville-Mézières, mais à mon petit village, Chambois en Normandie, par exemple. Et la machine lui produirait évidemment quelque chose. Donc il y a l'obsolescence programmée de l'homme, mais pas du tout l'obsolescence de ceux qui programmeront. C'est-à-dire c'est une caste de seigneurs qui est à venir. Je voulais vous demander, Jean Romer, précisément, vous pensez, vous, que la loi peut contraindre les progrès de l'intelligence artificielle ou que c'est un combat de Don Quichotte? En tout cas, la loi les favorise. Des choix, par exemple, le choix de supprimer le timbre-poste, de le remplacer par un truc qu'on fait, j'ai pas compris, ce soit un ordinateur, etc. Bon, ça, c'est un choix politique. Le fait de dire on ferme des guichets d'administration et vous faites tout sur votre smartphone, c'est un choix politique. Donc je pense qu'on peut freiner, on peut plus facilement freiner le numérique en tant qu'objet physique, parce qu'à la fin c'est des objets physiques, plus facilement que l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une étape dans la science humaine. Par contre, son déploiement, sa projection sur la vie quotidienne, là, c'est du ressort, j'espère, du politique. On n'est pas obligé de fermer des bureaux de poste, de les remplacer par des algorithmes parce que ceci ou cela. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de Michel Onfray qu'on va assister à l'arrivée de quelques seigneurs de l'informatique, finalement? C'est un peu ce qu'on a déjà sous les yeux. Parce que les GAFAM, c'est quoi d'autre? C'est déjà ça. C'est déjà une élite, une super élite qui a bâti des milliards de fortunes en l'espace d'une génération, ce qui est quand même assez nouveau aussi dans la marche de l'humanité. Vous croyez à ça, vous? Alors, je ne pense pas que ce soit des élites de personnes, je pense que ce sont des élites d'organisation. Des élites de capitaux, des élites de recrutement, d'usines, de machines. Et que ça, je dirais, toute volonté est capable de le reproduire n'importe où dans le monde. Je ne pense pas que les gens qui sont dans les GAFAM soient immensément plus intelligents que les autres. Par contre, il y a une organisation, GAFAM, qui, par exemple, va aller recruter en France les meilleurs normaliens chaque fois qu'il y en a un. Et combien de salariés dans une GAFAM pour que les auditeurs aient une idée chez Google, y a par deux choses. Mais chez Google, il y a plus de 100 000 ou 200 000 salariés. Disons, c'est l'ordre de 100 000, une GAFAM. Par contre, chez OpenAI, ils ne sont pas 1000, ils étaient à 300 à faire ça. 300 personnes seulement? Oui, c'est 300 personnes. C'est-à-dire que c'est plus petit que le nombre de boursiers en IA que le plan stratégique français d'IA a créé. Donc, c'est l'organisation, la mise en travail, l'alignement des efforts de ces gens-là avec les moyens qu'il faut, qui a gagné. C'est pas les gens. Michel Onfray, vous venez de publier Anima aux éditions Albin Michel. Vous racontez l'histoire de l'âme à travers le temps. On est passé de l'âme préhistorique, puis des Égyptiens, puis des penseurs et des philosophes grecs et romains. Et puis il y a eu le judéo-christianisme. Et là, on voit bien que c'est la dernière marche de l'humanité. Il y a eu des travaux de déconstruction avec le matérialisme, et que là, on est en train de transformer radicalement, et que cette âme, finalement, elle passe de l'homme à l'intelligence artificielle. Elle est matérielle. C'est la dématérialisation de l'âme qui a eu lieu, et y compris surtout avec les philosophes matérialistes, dont je dis, et Jean en a parlé tout à l'heure, du rôle majeur de Descartes,
Il y a un moment donné où Descartes dit il y a un endroit dans le cerveau qui s'appelle la glande pinéale, c'est en fait l'épiphyse, et il dit c'est le lieu de liaison entre la substance étendue et la substance pensante, c'est-à-dire entre le corps et l'âme, quoi, pour reprendre les vieilles catégories. Sauf que s'il y a un lieu pour la liaison du matériel et de l'immatériel, c'est que l'immatériel est quand même un peu matériel. Et les matérialistes qui suivront, que ce soit le curé Mélier, que ce soit la Métrie, eux diront bon on arrête avec ça. L'âme elle est franchement matérielle. Aujourd'hui on sait que l'âme elle est tellement matérielle qu'elle est susceptible d'être numérisée. Alors, on parle de l'ADN, par exemple, on parle des pixels, on parle du chiffre, mais on peut chiffrer aujourd'hui des synapses, des fonctionnements aujourd'hui nerveux, des cerveaux. On a longtemps dit que c'était une espèce d'ordinateur, puis d'un seul coup, on est au-delà de la métaphore, on s'aperçoit que c'en est un, véritablement, et qu'on est susceptible de le reproduire. Il nous manque quoi? Là, je parle sous votre contrôle, Jean, mais c'est les vitesses quantiques. Le jour où nous aurons les ordinateurs quantiques et les vitesses d'exécution, alors là, les calculs qui auraient demandé des nombres d'heures incroyables se feront dans la seconde et on aura des vitesses qui seront à peu près égales à l'intelligence humaine, peut-être même supérieures. Vous êtes Quand d'accord nous avec aurions des vitesses supérieures à l'intelligence des influx nerveux humains, qu'arriverait-il? Alors sur ces sujets, je vous invite à lire un livre de Denis Le Bihan qui s'appelle L'erreur d'Einstein et qui compare le fonctionnement du cerveau au fonctionnement du cosmos et des lois de la physique. Le Bihan, c'est le type qui voit à travers votre cerveau et qui a beaucoup étudié ces sujets-là. Je pense que c'est frappant dans ce qu'a dit Michel Onfray, c'est ce passage de on matérialise l'âme et c'est ce qui permet de la dématérialiser. Alors, il y a une espèce de cercle harmonieux ou vicieux extraordinaire et si on la dématérialise, on peut la dupliquer. Eh bien, c'est une très jolie conclusion. En tout cas, je ne sais pas si vous avez apprécié cette émission. Moi, je l'ai adorée. J'ai trouvé que c'était absolument passionnant. Je vous remercie donc tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux pour la réécouter sur Sud Radio ou sur frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre. Tout de suite sur Sud Radio, c'est On parle auto. Vous devinerez de quoi on va parler avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Merci. Bonne journée à tous. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray.